Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h47, bienvenue pour les grands débats du matin, celui que vous aimez beaucoup, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300 et on va revenir sur cet accord conclu entre le PS et la France Insoumise qui divise forcément les socialistes. Oui, et puis Macron, maître des horloges, est-ce qu'il maîtrise véritablement ou pas? C'est ce que l'on va voir. Et puis de l'autre côté, en fait, la droite qui est un peu au placard, comme je disais en fait tout à l'heure avec Philippe Juvin. Bon, Elisabeth Lévy, vous restez assise, promis, parce que vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux, parce que vous vous êtes levé de votre siège face à Françoise de Gaulle. Oh, ça va, c'est rien du tout, on s'adore, sachez-le. Elle n'est pas d'accord sur rien, quasiment. C'est un peu comme le PS et finalement et la France Insoumise. Ils sont d'accord sur rien, mais ça, c'est vraiment votre caricature. Ça, c'est extraordinaire. Allez, elle est lancée. Non, 1 euro dans la machine. Attendez, non, mais dire que le PS et la France Insoumise s'entendent sur rien, d'abord, ils s'entendent au moins sur le social, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'entends ce qu'on dit sur le nucléaire. Je rappelle qu'en 97, quand Lionel Jospin gagne les législatives, les communistes sont encore plus pro-nucléaires, les Verts sont encore plus anti-nucléaires, et les socialistes eux-mêmes sont encore plus divisés sur la question européenne. Donc ça, c'est des procès qui sont faits, c'est normal, c'est politique, parce que personne n'avait vu arriver cette union de la gauche. Moi, je ne dis pas du tout qu'elle va gagner les législatives. En tout cas, ils vont améliorer leur score, c'est évident. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que la gauche qui était morte pendant 5 ans, les ricanements, etc., cette gauche, elle, renaît. Donc tout le monde devrait dire merci à Jean-Luc Mélenchon quand on est de gauche, plutôt que de lui taper dessus comme un sourd de façon un peu idiote. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est vrai que probablement qu'Emmanuel Macron ne l'avait pas vu arriver. Et que probablement, si ça ne lui fait pas peur, je n'en sais rien, en tout cas, ça le déstabilise. Oui, Elisabeth Lévy. Non, c'est extraordinaire. On a vraiment l'impression que Jean-Luc Mélenchon a gagné l'élection présidentielle depuis quelques jours. C'est extraordinaire. On parle. Non, mais là, je dis chapeau l'artiste. Commencez pas à me contredire. C'est maintenant que je vais vous rentrer dedans, ma chère, ma chère et adorable amie, que j'aime tant. Parlez bien dans le micro. Donc, je dis chapeau l'artiste parce qu'il arrive à occuper le terrain, alors que je rappelle qu'il n'a tout de même pas gagné l'élection présidentielle. Donc, même pas finaliste. Même pas finaliste. Et elle est où la finaliste? Et je dis chapeau, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, je suis très fâché de voir mon amie Françoise, que je sais républicaine. Ça passe crème, comme tu dirais, c'est-à-dire que les déclarations passées de Jean-Luc Mélenchon, tu veux que je te fasse la liste? Corbyn qui a dû faire le ménage des antisémites sous la pression du rabbinat anglais, le lobby juif. Bien sûr, Mélenchon n'a pas fait le lobby juif. Alors là, trouve-moi. C'est moi qui dis le lobby juif. Quand tu dis sous la pression du rabbinat, excuse-moi, ma chère Françoise. Mais les accusations de Mélenchon étant antisémite, c'est même ses pires adversaires. Non, j'ai pas terminé là. Non, je n'ai pas terminé. Excuse-moi. D'abord, je ne dis pas qu'il est antisémite, mais il a fait des appels du pied à des antisémites notoires. Je suis navré. Tabouaf, c'est quoi? Ah non, mais ça, c'est autre chose. Non, moi, je m'en moque. Corbyn, la déclaration sur Mera. Non, mais il y a quelque chose d'anti-républicain dans la ligne de LFI. Ils ont été dragués, le vote communautaire. Ils se marient avec les idées woke. On n'est pas d'accord là-dessus. On ne va pas recommencer à s'engueuler sur les musulmans qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne crois pas que c'est de la politique. Je crois. Écoutez, moi, je me rappelle très bien, si vous voulez, des images de soir d'élection à Évry, si vous voulez, où ils ont vraiment été dragués, si vous voulez, sur une ligne. C'est pas qu'ils aient eu du vote musulman, les musulmans votent pour qui ils veulent. Voilà. Je veux dire, mais je suis désolé, ils ont été les dragués sur une ligne victimaire, les pauvres, il y a de l'islamophobie. Vous vous rendez compte dans quel pays de racisme vous vivez, comme c'est mal. Le pense, en fait. Il le pense, je pense que c'est pas électoraliste. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui était républicain et laïque... Il est républicain et laïque. Non, il n'est ni républicain ni laïque. Non, mais vous pouvez pas. Après, je comprends très bien que. Non, ça me rend dingue. Moi, je défendrai toujours. Pour moi, c'est vraiment une question de principe. Même si ses pires adversaires ne peuvent pas l'accuser d'antisémitisme et ne peuvent pas l'accuser d'antirépublicain. Il a fait des déclarations qui étaient limites. Écoutez, soyez sympa. Moi, je suis amusé à retweeter son discours absolument exceptionnel pour l'enterrement de Charb. C'est juste extraordinaire. 2015, mais allez le voir. Moi, j'entends toutes les caricatures. Je suis une femme de gauche. Vous ne répondez jamais sur ce que je vous
Mais Je vous ai cité Mera, je vous ai cité sur Corbyn. Mera, il a dit évidemment il y a des événements extraordinaires, mais moi je m'en fous. Pourquoi Des vous parlez incidents. Mais pourquoi vous me parlez de Mera, Corbyn? Il n'y a pas d'acte d'antisémitisme. M'en fous moi de Corbyn. T'as à boire. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ok. Chaque parti a ses brebis galeuses. Moi je ne suis pas pour la candidature de Tahabouaf. Vous voulez qu'on aille fouiller Pourquoi je vous parle à de la ces République déclarations sur Corbyn et compagnie? Vous voulez qu'on aille fouiller à la République en Mais moi, marche? je suis pas en train de Vous voulez défendre, qu'on aille non, fouiller dans tous les partis? Vous voulez qu'on aille Je fouiller ne- ces Mais Zemmour? c'est marrant parce que dans tous les partis on le fait. Mais non, Excusez-moi, dans tous les partis on le fait. calme, ouais. Alors ça Mais suffit. ne criez pas. Je voulais juste dire Excusez-moi, que je n'ai Françoise, pas vous de avez problème. une indulgence Je- parce qu'il a Attendez, gagné, Françoise. parce qu'il est fort. Vous avez de l'indulgence. Excusez-moi, pour cela. mais alors- Françoise, laissez parler là. Elle vous répond et puis vous reprenez après. Attendez. Qu'est-ce que j'ai Mais fait, non, mais, là bah non, mais vous Elle êtes. m'interrompt, je suis en train de terminer, j'ai pas d'indulgence. J'ai toujours défendu Mélenchon au sein du Parti Socialiste. Ouais. Il n'y a pas quelque chose de nouveau chez moi, tout le monde le sait. J'ai toujours défendu la ligne du non quand j'étais journaliste à France Inter, Oui. qui était portée par Jean-Luc Mélenchon, Laurent Fabius et Henri Emmanuelli. J'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas une opportuniste parce qu'il a gagné. Même dans les pires moments, j'ai défendu Donc Mélenchon. voilà, l'islamo-gauchisme les ne vous a... Je peux Voilà répondre les maintenant. Je ne suis pas islamo-gauchiste. Je peux répondre Je ne suis pas maintenant. Je peux islamo-gauchiste. répondre maintenant. Allez, répondez. Merci. Oui. Donc l'islamo-gauchisme de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi ça- l'islamo-gauchisme? Attends, François, Bon, écoute, j'arrête. non, mais non. J'arrête. Mais Si non, je mais- ne peux pas finir une phrase, Ouais. j'arrête. Mais non, mais allez. Non mais j'en ai marre, on peut pas débattre comme ça. Ah, mais- C'est quoi l'islamo-gauchisme? Alors En plus Ouais, tu alors- fais ta naïve. Non, En demande-moi. plus ça Attendez, n'existe Françoise, pas. Je veux dire, l'islamo-gauchisme, c'est précisément l'alliance, c'est d'aller chercher, je veux dire, les musulmans les plus radicaux, si vous voulez, comme étant le nouveau prolétariat de substitution. C'est l'abandon des classes populaires old school, comme dit Michel Onfray, au Rassemblement national, parce que je suis désolé, ceux-là, ils sont pas bien, ils votent mal. Ils sont trop nationaux. Alors, par ailleurs, maintenant, au-delà de l'islamo-gauchisme, la créolisation, le Moi, multiculturalisme. je crois vraiment à la créolisation. Le multiculturalisme. Là, je le soutiens la France, là-dessus. c'est des Comoriens, des Algériens. Allez, Non, on je va crois reprendre vraiment dans la un. France, c'est pas de français. Non, non, Ouais. moi, Bon, on va reprendre dans un. On va reprendre dans un instant. On va reprendre dans un instant. On va prendre en fait un auditeur. Bah oui, on fait une pause dans le voilà, débat. c'est ça. Oui. Olivier de Bordeaux qui est Olivier avec de nous. Bordeaux qui est Bonjour, avec nous. Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci Bon. de m'accueillir. Bah, je vous en prie. Ouais. On fait de la place. Voilà, on fait de la place parce que sinon, évidemment, c'est Allez, pas on y simple va, de Olivier, on s'entendre. vous écoute. Oui. Alors l'idée c'est quoi? C'est sur l'union de la gauche, c'est ça? Oui. Bah oui, Moi, bah je oui. sais Mélenchon qui mange les enfants, sauf Ouais. le vendredi parce qu'il est Au islamo-gauchiste. premier tour, tout le monde a appelé à cette union de la gauche en disant à Mélenchon comment il n'y a pas d'union de la gauche. Et puis là, en gros, on est en train de reprocher l'inverse. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette gauche? Je vois bien que tout le monde s'étouffe. Alors qu'on est dans une gauche humaniste et progressiste qui s'organise. C'est un peu une révolution à gauche. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ramené le Parti socialiste à gauche quand même. Quelle gageure. Je vous rappelle que la plupart sont partis chez les macronistes, entre autres. Et Hollande, c'est l'ami de la finance qui a fait une politique libérale. Donc oui, il y a une vraie gauche qui est en train de ressortir. Et non pas une extrême gauche, comme on a tendance à le dire, puisque sinon, ça relèguerait Poutou, je sais pas où d'ailleurs, et Artaud, etc. Non, il y a un programme, il est humaniste. Il n'est pas islamo-gauchiste, hein, moi je l'ai lu, il n'y a rien. Là, c'est vraiment l'islamo-gauchiste, c'est vraiment le truc quand on ne sait pas quoi dire sur Mélenchon pour le critiquer. Non, Mélenchon, il défend une laïcité, bah oui, il défend une laïcité, il défend l'idée qu'on n'a pas besoin de stigmatiser les musulmans comme a pu le faire le RN, comme Darmanin le fait à côté pour essayer de gratter les électeurs du RN. Oui, non, il a pris le parti à un moment donné de dire la laïcité, c'est pas ça. Et après, on peut pas le reléguer en disant qu'il défend les terroristes. Enfin, moi, j'entendais Madame Lévy, je comprends qu'elle soit un petit peu en panique avec cette union de la gauche, mais faut pas dire n'importe quoi. C'est un peu facile, l'anathème. À quel moment attendez. j'ai prononcé le mot terroriste? Ah, vous Non, mais avez c'était dit sur Mera. Elle est pas en les panique, musulmans les plus radicaux, que vous avez dit que Mais Mélenchon ça défendait veut pas les dire musulmans les terroriste, plus excusez-moi, mais radicaux. non, là, Les ça commence musulmans à les bien plus faire, là. radicaux, Ouais. Les musulmans Je les veux plus dire, non, mais c'est radicaux, vous entendez extraordinaire. quoi, alors, Attendez. en fait Non, mais je entendez n'ai quoi pas par parlé de terroristes, j'ai parlé de musulmans radicaux et Ah, je le autant pour maintiens. moi, autant Je pour le moi, maintiens. Madame Lévy, Il y a eu d'ailleurs des appels de Annie Ramadan, par exemple. Annie Ramadan, grand démocrate bien connu, qui est pour la lapidation des femmes. Il a signé cet appel des imams à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
question. Ils ont dragué le vote musulman, non pas sur des composantes sociales, ils l'ont dragué sur de l'identitaire. Et vous pouvez penser que je suis en panique. Non, je suis assez dégoûté de voir, si vous voulez, que sur ces questions-là, tout d'un coup, il n'y a plus de principe. Que tout d'un coup, on se fout complètement de l'idéologie. Non, je suis désolé. Je réponds à l'auditeur qui m'a pris à partir. Hein. Je veux dire, je ne suis absolument pas en panique, je suis écœuré. Parce que si vous voulez, que le signifiant gauche gagne ou remporte, non pas gagne, mais remporte des circonscriptions, on se fout de ce qu'il y a derrière. On se fout du référent, on se fout de ce que ça signifie. Alors oui, je trouve ça vraiment déplaisant et triste. Merci, merci Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci Françoise. Elisabeth, c'est pas fini. On va se retrouver dans quelques minutes. Petite pause évidemment. Oui, le temps du flash. Éric Revel qui nous rejoint aussi dans un instant, qui va nous parler aussi d'une grande préoccupation, c'est l'inflation. Vous avez vu dans tous les secteurs, effectivement, ça galope, la hausse des prix, et ça devient en fait assez terrible. Et puis on va continuer cette discussion avant tout à l'heure aussi de voir quels seront les métiers de demain, parce que ça se décide en fait aujourd'hui. Un livre prospectif très intéressant tout à l'heure à 9h30. Et on vous attend au standard justement pour ces métiers de demain. 0826 300 300, à tout de suite. Lui aussi, il est frais. Bonjour, Éric Revel. Oui, Éric, au lendemain de ces présidentielles, on ne parle que de découpage, de tambouille, en fait, un peu politique, sur qui Premier ministre, sur à gauche, les différents accords, à droite, je le disais, elle est au placard, et puis elle devrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté. On va revoir ça dans un instant, mais en attendant, notre situation économique n'est pas brillante, et le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron va s'ouvrir sur des inconnus économiques et donc social, c'est ce que vous dites ce matin. Oui, on a complètement oublié tout ça parce qu'on est tout entier plongé dans la cuisine électorale avant ces législatives, mais il y a un ralentissement de la croissance en France, il y a une inflation, vous le savez, qui est en nette hausse, il y a une remontée des taux d'intérêt, tout ça, ça pèse évidemment sur la conjoncture française, alors pas que, mais sur la conjoncture française, et on peut même se dire, les experts le prédisent déjà, que le recul actuel du chômage pourrait être transitoire. Bref, oui, le deuxième quinquennat de Macron va démarrer sous des cieux économiques bien difficiles. Oui, c'est ça. Et pourtant, dans le même temps, l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée. Est-ce que c'est un bon signe tout de même pour notre économie ? Les experts appellent ça de l'encaisse de précaution. C'est-à-dire qu'on épargne beaucoup en France, mais parce qu'on a peur du lendemain, en fait. C'est pour ça, pour ceux qui peuvent épargner. Il y a eu 170 milliards d'euros supplémentaires d'après l'INSEE, alors essentiellement du livret A, de l'assurance vie, qui sont forcément toujours en tête des placements les plus populaires, même si les taux de rendement, vous le savez, sont nettement inférieurs au niveau de l'inflation. Donc on perd en pouvoir d'achat chaque année lorsqu'on place sur son livret A ou son assurance vie. Mais il y a un effet très négatif, c'est que l'accumulation d'épargne pèse sur la consommation des ménages. C'est très simple. Si vous épargnez plus, vous consommez moins. Or, la consommation des ménages en France, c'est le principal moteur de notre croissance. Donc pas de consommation des ménages, et c'est la croissance française qui est en panne, d'où vous l'avez peut-être noté, il s'est passé presque inaperçu, mais d'où le 0% pointé au premier trimestre 2022. Ajouté à cela le niveau quand même de l'endettement public record, sans parler, on en a un petit peu parlé pendant la présidentielle, mais plus du tout depuis, le niveau record également du déficit commercial. Oui, et l'inflation qui est dans le même temps avec des prix qui flambent, près de 6%, là, c'est ce que l'on a dit ce matin, et des secteurs entiers qui sont quasiment à la rue. Quel type de politique économique alors après les législatives ? On ne va quand même pas demander aux Français de se serrer la ceinture, si ? Écoutez, on verra, mais la préélection présidentielle a forcément, comme toujours, un goût de gueule de bois pour le vainqueur, pour Emmanuel Macron. La dure réalité de notre situation économique que je vous ai décrite rapidement est de retour au premier plan. Alors oui, les effluves victorieuses, les vivas de la foule sur le champ de Mars pour saluer la nouvelle victoire d'Emmanuel Macron, laisse place déjà, on le sent, on l'entend, au silence des couloirs de Bercy. Parce qu'après les législatives, le nouveau gouvernement va-t-il être contraint de mettre en place une politique, écoutez bien, d'austérité, des hausses d'impôts? Pour l'instant, personne n'en parle, parce que l'argent magique a fait oublier que les Français finissent toujours
par se serrer la ceinture. Alors, la gauche unie, j'ai entendu Françoise tout à l'heure, promet des lendemains qui chantent, financiers, on va distribuer, on va augmenter les salaires, on va augmenter le SMIC. Mais les contraintes budgétaires européennes sont très très fortes. La France apparaît, comme disait Étienne Gernel tout à l'heure, comme l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne. La France vit au-dessus de ses moyens, personne ne lui rappelle, notamment pas en période d'élection, mais il faudra bien un jour payer l'addition. Et vous faisiez référence à ce qui était dit par Étienne Gernel aussi sur cette interview que je vous conseille en fait de lire ce matin dans le journal en fait Le Point, même s'il faut lire Causeur aussi et puis les autres magazines bien sûr. Elisabeth Lévy, Gérard Collomb qui dit le quoi qu'il en coûte. Gérard Collomb, donc qui dit le quoi qu'il en coûte a mis dans les têtes l'idée selon laquelle la puissance publique bénéficiait de moyens infinis. Non, mais grosso modo, il y a un argent, et on ouvre un robinet, il y a de l'argent qui coule. Non, mais ça, vous avez raison, mais d'un côté... Et ça, c'est quand même incroyable. Non, mais ça, vous avez raison. C'est le rapport à l'État qui est d'ailleurs... C'est pas seulement le quoi qu'il en coûte, l'idée qu'il y a un État qui a un magot, si vous voulez, qui sortirait que l'État a un magot qui ne serait pas notre argent. Évidemment que l'argent de l'État, c'est l'argent de nos impôts. C'est pas l'argent d'Emmanuel Macron, il faut quand même le rappeler. Il a mis 250 milliards sur la table. Voilà, c'est pas son magot qu'il est en train de... Mais en revanche, je crois qu'il y a quand même un problème qu'il faudrait vraiment traiter, qui est un problème, je pense, qui perdure depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être moins, je ne sais pas, qui est que il y a quelque chose d'intolérable dans le fait que des gens travaillent et ne peuvent pas vivre de leur salaire. Ah bah c'est ça. Si vous travaillez aujourd'hui, si vous travaillez, vous devez pouvoir, si vous voulez, nourrir vos mômes et puis un peu plus, pas seulement satisfaire des besoins, juste les besoins absolument essentiels et vitaux, quoi. Ça ne va pas. Les on ne peut pas travailler et se retrouver dans des situations qu'on voit, des gens dormant dans leur bagnole, etc. Bien sûr. Et on revient au problème de la redistribution. Et c'est vrai qu'après, il y a de la radicalité dans le discours. Marine Le Pen a eu une radicalité dans le discours. Éric Zemmour a eu une radicalité dans... Tous les gens qui ont animé vraiment cette campagne. Jean-Luc Mélenchon a une radicalité dans le discours, plutôt à gauche. Mais pourquoi? Parce que les temps sont radicaux. Je rejoins complètement Elisabeth. Il y a une angoisse. Il y a une angoisse profonde. Quand vous gagnez 1 200 €, il y a un moment donné, si vous avez... Non, mais je veux dire par là qu'il y en a un problème de redistribution. Il y a un moment donné, il n'est pas possible. Après, moi, je ne crois pas du tout au ruissellement, mais absolument pas. Ça ne marche nulle part. Pourquoi ça marcherait en France? Il y a un problème de redistribution. Il y a un problème d'injustice profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut... J'entends ce que dit Éric Revel sur les lendemains qui chantent. Je crois que c'est plus ça. Personne ne croit aux lendemains qui chantent. Mais il faut réinstaurer de la justice sociale. Il faut mieux redistribuer. Et quand Gérard Collomb, il a un peu gonflé, lui, franchement. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en train de faire sa crise. Il fait une crise encore par rapport à Emmanuel Macron. Gérard Collomb, qui était dans l'idolâtrie d'Emmanuel Macron, il part, il nous plante déjà la phrase qui tue en disant un jour ils seront face à face. Maintenant, il remet en cause le quoi qu'il en coûte. C'est pas qu'il tue, c'est qu'il est peut-être réaliste et on n'est pas là. En tout cas, les Français n'ont pas dit ça. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit Gérard Collomb? Non, mais qu'est-ce qu'il dit Gérard Collomb? Si Marine Le Pen est au second tour, c'est probablement aussi. Je suis pas sûr, j'en sais rien. En tout cas, Gérard Collomb, qu'est-ce qu'il nous dit là? En gros, il dit le seul truc de bien, moi, que je reconnais quand même à ce gouvernement et à la gestion parfaite, notamment de Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte, non, ça va pas. C'est un peu tordu. Éric Revel, parce que Françoise dit il faut redistribuer. Encore, Éric n'est plus là. Je pensais qu'il vient de partir. Bon. Non, parce que c'est vrai qu'il faut redistribuer, c'est bien. Faut produire pour redistribuer. C'est un peu. Non, mais on s'est fait un peu berner quand même. Vous savez quand même que toute la propagande macroniste a quand même été basée sur la croissance est extraordinaire avec ce président et la France s'en sort mieux. Pour qu'à la fin, si vous voulez, de la foire, on nous explique finalement que la croissance c'est 0 et que finalement on est plus fragile qu'on ne le pensait. Mais au-delà de ça, moi je crois quand même qu'il faut faire attention avec cette question de la redistribution. Je dis pas qu'il faut pas l'améliorer peut-être, mais je vous rappelle que la France est un des pays où le revenu est le plus socialisé du monde. C'est vrai. On est au-delà de la Scandinavie. Et si vous voulez, il faut aussi savoir que quand les gens travaillent, ils aiment aussi pouvoir bénéficier du fruit de leur travail. Moi, je suis d'accord pour payer les impôts, pour payer des impôts, mais pas pour travailler les 3/4 du temps pour payer mes impôts. C'est ce qui est pas le cas. Quand je parle de redistribuer, si tu veux, je parlais d'augmenter les salaires, avoir une
grande politique. non, mais attends, juste. Alors, oui, Eric est là avec Ah, voilà, alors, voilà. mais Le c'est ça voilà pour nous revenu. expliquer. Oui, il y avait eu petite coupure. Puisque nous sommes parfois aussi à distance avec les uns les autres, comme si vous étiez en studio. Eric, oui, ce que disait Françoise, en fait, tout à l'heure, il faut redistribuer. C'est vrai qu'une bonne partie, évidemment, des Français ont raison de demander ça pour de la justice sociale. Encore faut-il, est-ce qu'on a les moyens de redistribuer? Est-ce qu'on a quelque chose à redistribuer aujourd'hui? Eric. On est quand même dans une situation, quand même apocalyptique. Ça. Ah, il y a un petit problème de liaison. Il y a un petit problème de liaison. Allez, on marque une petite pause, on revient dans un instant. On y revient dans un instant, justement. Vous allez voir effectivement sur les classes moyennes, en fait, et sur ce vote, ce que disait Françoise de Gois, il y a quelque chose qui est assez intéressant, puisqu'on parle en fait de coûts, d'argent. Est-ce que vous avez regardé les cartes, par exemple, du vote au premier tour et ensuite au second tour de cette présidentielle? Et quand on regarde par rapport à ce qui est très important pour les gens, c'est-à-dire l'immobilier, leur logement, eh bien dans tous les endroits où finalement le logement est à moins de 2000 euros, grosso modo, en fait, le prix du mètre carré, là on a voté Rassemblement National et Mélenchon, et ailleurs, évidemment, on a voté la République. Les locataires ont voté. Les locataires aussi, on peut dire locataires propriétaires. Allez, dans un Je vous instant. appelle 0826 300 300 pour participer au débat, tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h17, vos appels 0826 300 300 pour participer au débat. On a besoin de vous avec Elisabeth Lévy et Françoise de Gois. Oui, et vos appels au 0826 300 300 en ligne avec nous ce matin. Et bonjour Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Ouais. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Ravi d'être avec vous. Moi, je voulais réagir pour dire juste d'abord coup de chapeau à Mélenchon. C'était pas évident. Bravo le politique. Quand même, il a réussi à... Chapeau l'artiste. Hein. Ouais. Ah, chapeau l'artiste. Ah oui, il a réussi à faire son union. Alors évidemment, tout de suite, j'enchaîne en disant, de l'autre côté, là, chez Zemmour et Le Pen, là, ils devraient peut-être en prendre de la graine, là, au lieu de continuer à se chamailler, de se faire la gueule, etc. Prenez exemple sur Mélenchon, former des camps solide et cohérent pour que les électeurs puissent faire des choix en fonction. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, j'ajouterai une dernière chose, c'est une petite note personnelle. Ouais. Moi, j'avoue, ça me fait un peu peur de voir la formation d'un camp islamo-gaucho-progressiste. J'ai l'impression de revivre Beyrouth 1975 avec le grand plan d'expulsion des citoyens de souche qui s'est terminé dans une guerre sanglante qui a duré 15 ans. Ah oui, quand même, vous avez fait un sacré parallèle. Ah oui, mais j'ai très peur de ces gens-là. Bon, j'ai très peur. J'ai très peur de ces gens-là. J'ai peur que Mélenchon et ses amis ne se rendent pas compte qu'ils sont les chevaux de Troie de l'islamisme conquérant. Voilà. Bon, non, mais bon, je ne vais pas refaire le débat avec notre interlocuteur. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Avec Emmanuel, pardon. Et je sais bien que c'est ce qu'avait développé Éric Zemmour pendant sa campagne. Mais vous mettez l'accent sur un point très intéressant. C'est véritablement la politique, c'est vraiment de la dynamique. Et c'est vrai que quand Elisabeth dit en rigolant, chapeau artiste, on a l'impression qu'il a gagné la présidentielle. Non, mais c'est vrai que il a fait un coup stratégique absolument génial. C'est-à-dire lancer entre les deux tours la campagne des législatives. Et c'est vrai que le questionnement d'Emmanuel est très intéressant. Je vois Éric Zemmour, alors est-ce que c'est sa limite en tant qu'ancien éditorialiste et novice en politique, je vois Éric Zemmour commettre des erreurs et Marine Le Pen s'enfermer toujours dans la même erreur. En réalité, pendant que Mélenchon se reposait pendant 2 jours et appliquait sa stratégie, Marine Le Pen partit se reposer en vacances, elle a absolument le droit, mais la réalité c'est que la nature a horreur du vide. Quand vous faites des projections Alliance Zemmour-Le Pen, ça peut aller chercher entre 60, 70, 80 députés. Eh bien là, je ne suis pas du tout certain qu'ils y arriveront parce qu'ils ont laissé l'espace. Non mais justement, pardon Françoise, il y a un paradoxe. Bonjour Emmanuel. Il y a un paradoxe qui est qu'il y avait quand même
des divergences importantes, même oublie l'islamo-gauchisme pour la sérénité de notre débat, mais il y avait des divergences importantes. Il y avait des divergences importantes quand même de vision du monde entre par exemple le Parti communiste et LFI, ou même avec les Verts et encore plus avec le Parti socialiste, si vous voulez, et eux ont réussi à s'unir. Alors qu'entre RN et Reconquête, et même, je dirais, la droite de LR, évidemment, ça c'est du fantasme, si vous voulez, mais il y a une assez grande cohérence idéologique, en tous les cas, sur les questions nationales, sur les questions identitaires, et que ne s'unissent pas pour des raisons. Alors, vous avez raison de dire qu'Éric Zemmour a commis des erreurs, mais à mon avis, l'erreur de Marine Le Pen, c'est de se laisser emporter par des problèmes psychologiques et d'ego plutôt que par son intérêt, en fait. De l'avoir caché aussi pendant toute la présidentielle. Ça aussi, c'est... D'avoir caché quoi ? Zemmour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de main tendue. Et moi, je comprends très bien parce qu'elle avait vraiment peur de faire fuir des gens. Mais là, c'est vrai que la première déclaration, on en a parlé ensemble, de Zemmour le soir du second tour est terrible. Et elle ferme vraiment des choses, vraiment, voilà. Moi, je ne vais pas pleurer là-dessus, mais je pense que c'est une faute stratégique. Emmanuel, oui. Moi, je dis qu'effectivement, les 2 jours qui ont été perdus, c'est une faute majeure. On ne part pas en vacances dans l'entre-deux tours quand il faut absolument faire quelque chose, prendre une initiative et essayer de faire adhérer, et faire une pression, parce que comment est-ce que Mélenchon a fait ? Il y a eu une pression du public, des électeurs de gauche qui a été... un désir. Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord avec certains qui disent que finalement, Marine Le Pen, ça l'intéresse d'être la première opposante, d'être opposante, mais que éventuellement forcer les choses pour gouverner, beaucoup moins, ça l'intéresse beaucoup moins. Je pense qu'elle aimerait quand même gouverner, mais je crois que malheureusement, elle n'a pas les tripes pour pousser, pour donner les pressions très puissantes qu'il faut donner à un moment dans une bataille comme celle-là, dans un combat comme celui-là, pour aboutir. Et c'est drôle, à chaque fois... Un peu comme ses adversaires, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, eux, là, ils sont encore là, ils vont jusqu'au bout, quoi. Oui. Voilà, il y a une espèce de refus du passage à l'acte. Effectivement, ça relève pour moi de la psychologie ou de la psychanalyse. C'est un peu comme le match de football hier soir pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire qu'à la 90e minute de jeu, non, c'est pas terminé. Il faut encore jouer. À la 90e minute de jeu, c'était Manchester City qui était encore qualifié. Et Madrid a poussé, ils y ont cru, ils ont marqué en fait le but, ils ont égalisé et ils se sont qualifiés derrière. Non mais comme quoi, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Quand je vois Patrick parler de foot, il faut le voir, il bouge, on sent qu'il a le ballon au bout du pied. Mais moi j'ai vu une allégorie hier, c'est vrai que j'ai tweeté ce matin, il y a une allégorie politique, il y a une allégorie politique dans ce qui s'est passé, et là où Emmanuel a raison, c'est le désir. En réalité, la politique, c'est de la dynamique, et c'est la capacité à créer du désir, d'une certaine manière. Jean-Luc Mélenchon, et là où il est malin, c'est que il réallume la flamme d'un imaginaire collectif de gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc que depuis 97, on n'a jamais vu ça. La dernière fois, c'est Jospin qui conquiert Matignon. Comme ça. Donc, est-ce que Marine Le Pen avait cette capacité-là ? Je n'en sais rien. Je pense aussi qu'à sa décharge, c'est très épuisant. C'est la seule personne qui enchaîne deux défaites à la présidentielle. C'est vachement lourd. Avec tout ce qu'elle a ramassé dans les 15 jours. Il faut quand même se le manger, le barrage républicain, matin, midi et soir. Moi, j'en sais quelque chose en tant que femme de gauche, de se manger l'anti-gauchisme matin et soir, c'est lourd. Bon, voilà, c'est ça. Regarde la pauvre Françoise, une victime de la méchanceté. C'est la politique, pas du tout. Je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Par contre, j'ai beaucoup de mal à comprendre la polémique, parce que Gérald Darmanin a dit Inch'Allah, mais moi aussi je dis Inch'Allah. Non mais, écoutez, il y a des mots, c'est comme on dit des mots anglais. C'est une exploitation. Alors c'est une exploitation. Alors je rappelle pour les auditeurs parce qu'ils n'ont pas forcément entendu. En fait. C'est-à-dire que. Il y a Patrick Roger qui l'a vu ce matin. Non, il y a des tweets là-dessus. Évidemment, c'était en top tendance hier, évidemment. Pourquoi ? Parce que hier au Conseil des ministres, fin du Conseil des ministres, il y a des journalistes qui lui ont posé la question est-ce que c'est le dernier Conseil des ministres ou pas ? Et il a dit c'est Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Et alors on a dit voyez, ça y est, c'est Inch'Allah, parce qu'à Tourcoing on dit Inch'Allah, on ne dit plus vous verrez, etc. Non mais
Honnêtement, Non, là, il y a je une- trouve, Oui. autant il y a vraiment sur ces questions, vous le savez, je suis très inquiète comme Emmanuel, je suis inquiète de ce qui se passe, vrai. autant Ouais. il faut quand même mener les combats là où ils doivent être menés. Si vous voulez, non mais Oui, franchement... mais venant de la part de Gérald Darmanin, il y a toujours... Mais Non, c'est un mot. non, Franchement, vous voulez que je vous dise, moi aussi, je l'emploie. Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. c'est un mot, Monsieur Gilles c'est un mot Chala, du mais langage tout. courant. Non, mais Ouais. on va pas non plus. Ouais. Je veux dire, et puis il faut il Emmanuel. faut pas dire week-end non plus, s'il vous plaît. Hein. Emmanuel. Faut pas dire je suis ciao, d'accord avec faut pas dire tout Elisabeth. ça. Inch'Allah, faut pas exagérer. Ouais. N'importe qui peut dire Inch'Allah. Non, mais c'est comme il a dit, Inch'Allah, comme on le dit à Tourcoing. Donc c'est évidemment. C'est de l'humour. Pour une fois, c'est de Ouais, l'humour. ouais, ouais, C'est pas mal. Ah bah dis donc, tu parles d'un humour. Ouais, mais je sais pas, c'est l'humour là. Non. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que là, pour le coup, on se trompe vraiment. Il y a un combat aller chercher la véritablement à petite bête mener. partout. En fait, le vrai combat à mener, c'est pour ça. Bon, on n'a pas. Je vais pas reprendre la discussion. Ouais. Si vous voulez, c'est précisément de convaincre nos concitoyens musulmans qu'effectivement, il y a des choses il y a des choses qui doivent être adaptées, qui doivent être, mais que par ailleurs, eux-mêmes, c'est à eux, si vous voulez, notamment à la majorité silencieuse, de s'affirmer et de dire qu'elle veut pas de burkini, qu'elle veut pas de tout ça. Moi, Bien sûr. voilà. Bon, juste parce qu'on s'égosille beaucoup autour de cet accord effectivement à gauche, mais est-ce que demain matin on dira pas patatras parce qu'il y a le Conseil national du PS qui doit ça va être entériner chaud. ou pas. Ça va être chaud bouillant. c'est Alors, vous aujourd'hui. avez- Alors ouais. Françoise, Vous vos avez, pronostics, vous avez, vous connaissez, vous êtes dans les entrailles Alors, du Parti dans socialiste. écoutez, je dirais Dans les 50-50. entrailles du Ouais, Parti ouais, ouais, socialiste. ouais, dans les entrailles, parce ce qu'il en que reste. ça- Sors de s'il en cette reste. baleine. C'est moi, Ouais. Jonathan, c'est moi. Jonas, pardon. Ouais. Et non, moi je pense que c'est assez chaud quand même. Hein. C'est pas, voilà, il a pris son risque politique, Olivier Faure. On voit bien ce qui est en train de se passer. Vous avez la jeune génération qui est en train de foutre dehors les éléphants. En vérité, c'est ça. En fait, c'est ça. ouais. Voilà, les maires des grandes villes, Mathieu Klein, Nancy, Johanna Roland, Nantes, Nathalie Appéré, Rennes, Benoît Payan, Marseille, ont tous dit on signera cet accord cet après-midi au Conseil national. Ah bon Donc, ah oui, ils l'ont tous Oui. dit hier soir. Donc tout ça est assez clair. Pendant le Michael- 15-9 et tous les Ben, éléphants écoutez, claquent la porte. avec Martine l'idée, Aubry. c'est ce que disait Pierre Jouvet chez vous. Il disait mais les éléphants on les adore, mais arrêtez. Je veux dire, on a gouverné pendant 5 ans. Quand on est arrivé au pouvoir, on avait tout Assemblée nationale, Sénat, région, mairie. On a tout perdu en 5 ans de quinquennat Hollande. Voilà ce qu'ils disent. Donc nous, on est aussi le fruit de ça et on veut redémarrer avec une autre histoire. Donc je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a une grosse résistance évidemment de François Hollande qui tire sur toutes les ficelles depuis des jours et des jours pour ce vote. Je dirais 50-50. Je ne sais pas de quel côté Mais tombe pourquoi la ils ne pièce. rejoignent pas la France? Excusez-moi, non mais. Je pense qu'ils oubliez rejoignent pas la de France cuisine. insoumise, Il y a quoi. quand même. Bon, après, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a une social-démocratie et moi, ce que j'appelle, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tous les cas, une gauche gauche radicale. plus radicale. Si vous voulez, pourquoi, si vous voulez, tous les gens qui sont finalement sur la ligne Mélenchon, pourquoi ils ne vont pas à LFI Parce qu'ils sont direct? pas sur toute la ligne Mélenchon et puis parce que c'est le parti, parce que c'est pas à 100% une ligne Mélenchon, parce qu'il y a des choses qui doivent, et puis chacun est dans l'autonomie. Et puis qu'est-ce qu'ils font comme calcul le Parti socialiste, c'est que Emmanuel Macron de toute façon quoi qu'il advienne c'est terminé dans 5 ans et que il va y avoir il va y avoir un espace au centre gauche qui se rouvre et que cet espace-là peut être à nouveau occupé par le Parti socialiste. Allez, dans un instant, Voilà. merci Françoise de Gois, Elisabeth. Donc Lévy. 50-50. Vous m'inquiétez un peu, 50-50, hein, quand même. non, oui, hein, j'ai vu. Non, on va pas recommencer les changements constitutionnels pour qu'ils repartent. Non, c'est bon, là, ça va. C'est possible, ça. Ah oui, ça- enfin, bon, sans c'est être bon. Alors là, c'est pas du tout du complotisme, mais c'est que, évidemment, en politique, tout est possible et que l'on peut, évidemment, Vous avez raison. effectuer des Macron, changements. président à vie Non, mais. Comme Poutine, non, en mais fait, non. comme son ami Non, Poutine. mais si, je ne sais pas comment il va évoluer le pays. Évidemment, personne ne peut le d'accord. dire, quoi. Revenez 5 ans en arrière et jamais vous n'auriez imaginé ce qui s'est produit. Donc, voilà. Allez, dans un C'est instant, vrai. justement, coup de projecteur un petit peu sur ce qui peut se passer demain. Ouais. Quel métier Elisabeth Lévy, vous n'existerez plus, vous, demain. Il n'y aura plus d'éditorialistes politiques. Ce seront des robots, probablement. oui, quoi. évidemment, Ah, bien sûr. n'importe quoi. Les métiers du futur, c'est ce qu'on va voir Ouais, dans un les instant. métiers du futur. Il n'y aura plus de réalisateurs comme Maxime. Voilà, ce sera moi, je aussi vais faire une machine. danseuse étoile. Il alors. n'y aura plus d'animateurs comme Cécile C'est et pas moi. vrai, c'est non, pas vrai, c'est non, pas non, vrai. ce seront des machines. Ça existe déjà, hein, vous savez. bien sûr. Au Japon et aux États-Unis.
États-Unis, nous avons été Il y a des remplacés. alternatives. Eh oui, Moins le cher. grand remplacement, il est Ah, des animateurs et des journalistes. dans certains métiers, dans certaines professions. En tout cas, on parlera du système éducatif. Est-ce que le système éducatif aujourd'hui est prêt justement pour ces métiers de demain? On en parle dans un instant avec Nicolas Hazard, qui est fondateur et président de l'INCO et ce livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots, de l'intelligence artificielle. À tout de suite.